Bonjour, je m'appelle Brice Moreau et je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube de mon maître spirituel, Selim Aïssel. Comme je vous l'avais proposé lors des vidéos précédentes, nous démarrons aujourd'hui un cycle d'études, d'approfondissement et pourquoi pas de pratiques réelles à partir de connaissances issues de la psychoanthropologie. La psychoanthropologie, c'est le nom que Selim Aïssel a donné à l'enseignement spirituel qu'il a transmis aux êtres humains de notre époque. Comme vous le voyez, c'est dans ce cadre très particulier, dans la région d'Angers, que nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'essence et de la personnalité. Ceci dans le contexte de la possible croissance intérieure, voire de la possible évolution spirituelle de l'être humain. Aborder ces questions n'a de sens que pour des personnes qui acceptent l'hypothèse, encore très décriée à notre époque dite moderne, voire scientifique, que l'être humain ne serait pas qu'un animal supérieur, mais bel et bien un être relevant d'une toute autre nature, d'une toute autre origine, ne pouvant d'aucune façon se résumer avec la théorie de l'évolution des espèces. Darwin lui-même, s'interrogeant sur le phénomène religieux et spirituel, avait estimé que la spiritualité était un des produits de l'évolution biologique. Et bien sûr, c'est une théorie qui se tient, comme toute autre théorie, comme toutes les théories se tiennent toujours. Cela me fait penser à une conversation avec un ami il y a bien des années, où un jour, soudainement, il me demanda « Comment a-t-on su que l'espace autour de la Terre était vide d'air ?» Je ne sais pas ce qu'il y a pris ce jour-là, je ne me rappelle plus trop du contexte, pour me poser soudainement en marchant cette question. Mais les réponses qui me sont venues sont celles-ci. Je lui ai dit que probablement certains aventuriers s'étaient aventurés justement en haut des hautes montagnes de la Terre, dans les plus hauts sommets, et s'étaient rendu compte que plus on montait et plus nous manquions d'oxygène. Puis qu'ensuite la pression de l'air a commencé à être mesurée par des appareils. Puis ensuite nous avons envoyé des sondes dans l'espace. Puis ensuite des humains sont allés également dans l'espace. Eh bien, pour les réalités spirituelles, pour les réalités de l'esprit, il est bien de suivre exactement la même dynamique. Tant que l'on ne fait pas soi-même l'expérience de la séparation possible entre l'esprit que nous sommes et le corps physique dans lequel nous sommes entrés, tant que l'on n'expérimente pas ça un jour, peut-être pendant une seconde ou un peu plus longtemps, tant qu'on ne le vit pas de l'intérieur, et que l'on expérimente comme réel le fait que j'existe indépendamment du corps, à distance même du corps, alors il est parfaitement cohérent de concevoir l'être humain comme un corps, des émotions et des pensées, et bien sûr, rien d'autre. Et d'ailleurs, petit avertissement à propos des croyances et des pensées, la proposition sur cette chaîne est de ne rien croire. Ne surtout pas me croire moi, mais pas croire non plus mon maître Selim Aïssel, qui lui ne m'a jamais demandé de le croire. Alors c'est pas moi que vous allez croire maintenant. Si je partage des connaissances acquises auprès de mon maître, c'est pour les partager avec vous, à vous de vous approprier ce qui vous convient, ce qui a du sens pour vous, et peut-être même d'expérimenter des choses. Auquel cas vous croirez ce que vous avez vécu vous. Ni moi, ni mon maître. Ainsi, peut-être qu'un jour, comme moi, vous vous rendrez compte que l'être humain, tel que je crois être, à savoir ce corps, ses émotions et ses pensées, est en réalité une fourmi en proportion de la grandeur de l'esprit. Peut-être même pas une fourmi. Et cet esprit utilise ce corps pour vivre ce qu'il a à vivre. Et ensuite, il retourne dans un autre monde. Puis il revient. Et donc, concernant notre thème d'aujourd'hui, Selim Aïssel, mais avant lui, quelques décennies avant lui, Gurdjieff, Georges Ivanovitch Gurdjieff, a abordé le thème essence et personnalité. On peut dire qu'il l'a amené en Occident au début du siècle dernier. Gurdjieff définissait l'essence comme une sorte de moi supérieur,
qu'il appelait également le soi conscient, ou de façon un peu plus technique, le centre magnétique de l'être humain. Ces différentes appellations, avec certaines relevant d'aspects plus ésotériques et d'autres un peu plus pédagogiques, se rejoignent toutes en affirmant qu'il s'agit là du véritable être d'une personne. On parle bien sûr de l'essence. L'essence qui est cette partie de l'esprit dont on dit qu'elle s'incarne juste avant la naissance ou au moment de la naissance. Elle entre dans le corps humain à ce moment-là. Et la nature de cette essence est intrinsèquement composée des qualités de l'esprit que l'on appelle l'amour, la compassion, la joie, la sérénité, dans la clarté. Cette partie de l'esprit qui entre dans un corps de matière le temps d'une vie est pure, encore liée à notre esprit, et reflète ainsi la perfection de l'absolu. Et tout comme notre corps se recouvre d'un scaphandre pour explorer la profondeur des océans, ou que de nombreuses couches de vêtements techniques sont nécessaires pour explorer les sommets de l'Himalaya, notre essence issue d'un monde non matériel va elle aussi se recouvrir de voiles, de filtres, de protection, car c'est ainsi qu'elle s'adaptera au monde terrestre, monde qui n'est pas du tout le sien. Selim Aïssel a utilisé l'analogie de l'œuf dès les premiers cours de psychoanthropologie pour expliquer ce phénomène de l'essence et de la personnalité. Le jaune de l'œuf représente l'essence. C'est la partie la plus profonde, la plus subtile et la plus cachée, mais aussi la plus riche de l'être humain. Le blanc de l'œuf représente la vraie personnalité, celle qui contient toutes nos qualités positives. Et la coquille dure, qui enferme les précédents, représente la fausse personnalité, qui elle comporte tous nos défauts, toutes nos faiblesses et toute notre négativité. Tout comme le jaune a besoin du blanc pour que le poussin puisse croître et se développer, l'essence a besoin des acquis et des qualités de la personnalité pour croître à son tour. Et un jour, on peut se le souhaiter, briser la coquille de la fausse personnalité et accéder à son essence et à son esprit. On estime qu'environ autour des 3 ans, l'éducation et les conditionnements familiaux et sociaux prennent le pas sur l'essence, qui alors se retrouve recouverte par la personnalité et la fausse personnalité. Petit à petit, l'individu apprend, se confronte et réagit, mais finalement se conforme aux attentes de son environnement relationnel. Et au final, s'éloigne de plus en plus de sa nature profonde et spirituelle. Après ce conditionnement subi par tout être humain qui grandit, s'éduque et se socialise au sein des environnements humains qu'il côtoie, il est possible pour ceux qui le veulent et le décident et qui sont, soyons très très clairs, extrêmement rares sur la Terre, de commencer à se développer et cette fois-ci au détriment de la fausse personnalité. Cela passe par un très long travail sur soi que l'on appelle sur les chemins spirituels la seconde éducation. La première éducation vous a été transmise par vos parents et votre environnement social. La deuxième ne peut venir que de votre être profond, qui vous demande de lui accorder une place dans votre vie. Pour certains, ça commence en mettant la main sur un livre. Pour d'autres, je l'espère, ce sera en regardant une vidéo YouTube. Tous les moyens qui sont mis à disposition des êtres humains aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, pour que celui qui est appelé, non pas de l'extérieur, qui est appelé de son intérieur, puisse mettre la main sur des outils qui vont peut-être l'aider à cheminer vers lui-même. Et c'est donc vous et personne d'autre qui décidez
d'entreprendre ce chemin, d'entreprendre ce travail. Ce travail, bien sûr, implique l'observation de sa personnalité, la reconnaissance de son caractère aussi souvent superficiel que malheureusement négatif, et en parallèle, le développement des qualités de l'esprit et l'élimination progressive des couches nuisibles issues de cette fausse personnalité, pour enfin que se révèle petit à petit l'essence qui se trouve en dessous. Le résultat de ce long et difficile travail est appelé la seconde naissance. Cette formulation difficilement compréhensible et dont parlent différents textes sacrés, en tout cas les textes sacrés de toutes les religions connues, fait référence à ce processus de retour à l'essence. Par exemple, il est prêté à Jésus cette parole: pour découvrir le royaume des cieux, il est nécessaire de naître à nouveau. Ou dit autrement, retrouver cette essence d'origine spirituelle qui, au moment de la naissance, n'est pas encore recouverte. Nous avons tous vécu dans notre famille ou avec de proches amis que les premiers temps suivant la naissance, on va dire les premiers mois, lorsque l'on se penche sur le berceau d'un bébé, si on est un peu sensible, un peu perméable, un peu intuitif, un peu ouvert, on peut mesurer combien sa réalité à lui, qui vient d'arriver, n'est plus du tout la nôtre. Nous qui sommes pourtant passés, il y a bien des années, par cette étape, par ce processus, et donc par cette candeur, par cette fraîcheur, cette simplicité, qui n'est pas simplement due à la jeunesse, mais bien avec ce contact qui est encore bien vivant avec l'autre monde, avec sa partie spirituelle. Vous connaissez cette expression « sourire aux anges ». Au-delà des projections des parents, de la famille et de tous ceux en général qui se penchent sur le berceau, il y a tout de même une réalité universelle qui fait qu'il y a une forme d'attendrissement unanime lorsqu'on s'approche d'un bébé, lorsqu'on s'approche d'une nouvelle arrivée. Peut-être qu'inconsciemment, sans le comprendre rationnellement, nous percevons qu'il est encore en contact avec l'autre monde. Le nouveau petit humain nous révèle ce que nous avons enfoui bien profondément depuis bien des années. Un proverbe arabe nous dit « L'odeur de l'enfant vient du paradis ». Un autre proverbe africain nous dit « Toute naissance est la renaissance d'un ancêtre ». Et Mark Twain nous dit « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont votre naissance et le jour où vous comprenez pourquoi ». Je répète parce que je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir dans cette phrase. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous comprenez pourquoi. Dans le très riche enseignement qu'il nous a transmis, Selim Aïssel a fait une distinction très claire, d'une part, entre la personnalité réelle, qui comporte les qualités et les compétences réelles d'une personne, ceci grâce aux apprentissages et aux talents naturels, mais aussi à travers l'éducation et les influences sociales positives, et n'oublions pas également certains talents innés qui sont souvent difficiles à expliquer. Pourquoi un jeune enfant de 3 ou 4 ans se met sur un piano et commence à émerveiller sa famille? D'où est-ce que cela lui vient? Et donc Selim Aïssel a bien fait la distinction avec ce que je viens de dire qui concerne la personnalité et maintenant la fausse personnalité qui, elle, englobe ce qu'il appelait les traits de caractère avec toute leur palette de tendances négatives et réactives. Nous reviendrons dans de prochaines vidéos sur les traits de caractère car c'est là qu'est l'essentiel du travail à accomplir. Ils occupent une grande importance dans notre vie pour ceux qui ont pris la peine de s'en rendre compte. Ils ne sont pas si nombreux que ça.
Chacun sait qu'il est un peu colérique, qu'il est un peu déprimé, qu'il peut être un peu désagréable en fin de journée, qu'il ne se comporte pas toujours bien avec le voisin. Chacun sait plein de petites choses négatives qu'il ne cherche d'ailleurs pas toujours à corriger à propos de lui. Sur un chemin spirituel, j'en suis bien désolé, nous allons beaucoup plus profond que ces petites connaissances de soi qui nous font dire que oui, nous ne sommes pas vraiment parfaits. C'est le moins qu'on puisse dire. La fausse personnalité est bien loin d'être parfaite. Comme vous le comprenez depuis le début de cette vidéo, la perfection ne se trouve pas à l'endroit de la fausse personnalité. Même si certains sont très fiers de leurs attitudes négatives, rebelles, révolutionnaires, agressives, voire violentes. Chacun peut être fier de ce qu'il peut, de ce qu'il a. C'est l'ordre des choses. Et donc ces traits de caractère négatifs correspondent en réalité au véritable travail sur soi que l'on peut accomplir. On peut toujours, et dans l'enseignement spirituel de Selim Aysel, c'était vraiment évoqué assez régulièrement de sa part, on peut continuer à faire naître des talents, approfondir les talents que l'on a déjà, devenir un meilleur youtubeur avec le temps devant la caméra, écrire des textes de plus en plus intéressants. On peut progresser dans ses talents. C'est une part. Mais le travail sur la fausse personnalité, lui, est incontournable. Sinon, il bloque tout, il empêche tout. Vous pouvez être un génie, vous pouvez être l'homme ou la femme le plus talentueux de la Terre dans tel ou tel domaine. Si vous avez une fausse personnalité qui se manifeste sans être sous votre contrôle, et quand on a le contrôle de la fausse personnalité, eh bien on évite de la manifester. Je crois que si vous me suivez, c'est assez cohérent. Et on préfère justement d'apprendre à progresser dans ses talents et de manifester ses talents et ses qualités relationnelles. Il est important de comprendre que la personnalité n'est pas intrinsèquement négative. Elle est un outil nécessaire pour naviguer sur la Terre dans les environnements sociaux et relationnels. Seulement lorsque la partie de cette personnalité que l'on appelle donc la fausse personnalité, la personnalité négative, domine et masque l'essence, elle devient alors un obstacle à l'évolution spirituelle et au véritable travail intérieur et relationnel. Alors que propose très concrètement un enseignement spirituel contemporain, mais entre vous et moi, ce qui est à chaque fois remanié, réadapté, réécrit, reconstruit par un maître spirituel, c'est le même enseignement que d'autres à d'autres époques, à part qu'un maître spirituel s'adresse selon l'endroit où il a décidé soit de s'incarner, soit de travailler, soit de vivre la mission qu'il s'est fixée. Il le vit dans un continent. Et il adapte donc cet enseignement spirituel au lieu, à l'époque et aux personnes présentes. Si Selim Aysel s'était incarné au sud de l'Afrique, il n'aurait pas présenté son enseignement de cette façon. Il a décidé de s'incarner en France et il a toute sa vie transmis son enseignement en France. Il y a évidemment à cela des raisons très précises. Selim Aysel et avant lui Gurdjieff, dont nous parlions tout à l'heure, et en réalité tous les maîtres spirituels proposaient d'accomplir un travail sur soi, un travail que chacun décide librement, sur soi. Non seulement un travail intellectuel de connaissance de soi, mais aussi un travail sur les émotions et sur le corps. En effet, l'être humain se compose d'un centre intellectuel, d'émotions et de pensées qui sont appelés dans l'enseignement spirituel de Selim Aysel les trois centres, le centre physique, le centre émotionnel et le centre intellectuel. Lorsque Gurdjieff abordait ce thème des trois centres, il parlait de trois intelligences innées, mais qui, et c'est bien là le problème, ne travaillent pas ensemble, ne travaillent pas comme une unité, ne fonctionnent pas en harmonie. Il vous est certainement arrivé assez régulièrement dans votre vie de vous rendre compte
du tiraillement que représente l'envie émotionnelle, la pensée intellectuelle et le corps qui aujourd'hui est très fatigué. Prenons un exemple qui, j'en suis sûr, va vraiment parler à chacun. Mon centre physique n'a pas faim. On va dire mon corps n'a pas faim, mon ventre n'a pas faim, mon estomac n'a pas faim. Mon centre intellectuel sait et me dit qu'il ne faut pas abuser des sucreries. Et voilà que mon centre émotionnel focalise sur les sucreries dans la boulangerie dans laquelle je me suis rendu simplement pour acheter du pain. Vous avez certainement remarqué comment les boulangeries mettent de façon très professionnelle, vous qui venez acheter un pain qui est à l'arrière sur les étagères, ils vous mettent entre eux et vous tout un ensemble de douceurs, de couleurs, d'odeurs et de choses extrêmement attractives que le monde émotionnel ne peut pas ne pas voir, que le désir ne peut pas ne pas voir. Et d'ailleurs, et nous en reparlerons tout à la fin de cette vidéo, ça peut être par exemple un très bon lieu d'observation de soi. Je rentre dans un magasin parce que j'ai un but précis et j'observe à partir du premier pas dans ce magasin et jusqu'à ce que je ressorte tout ce qui essaie, non pas forcément de me dévier de mon objectif premier, mais tout ce qui essaie de se rajouter à mon objectif premier. Faites des expériences comme cela et vous apprendrez à vous connaître vous-même. Et donc, dans l'exemple que je prends, qui va gagner? L'envie émotionnelle, la raison intellectuelle ou le ressenti physique, à savoir, je n'ai pas faim. D'ailleurs, je suis venu acheter du pain, c'est pas parce que j'ai faim, c'est parce que je sais que je vais en avoir besoin pour mon dîner de ce soir. C'est concret, c'est pratique, c'est physique et c'est intellectuel. C'est ma façon de m'organiser ma journée par rapport à mon repas de ce soir. Évidemment, c'est un exemple très pratique, très trivial, mais en réalité, ces fragmentations entre le corps, les émotions et l'esprit a lieu toute la journée et nous croyons que nous sommes une unité qui pilote parfaitement son navire, qu'il n'y a qu'un seul commandant à bord. Les maîtres spirituels affirment que l'être humain n'est pas unifié, mais qu'il est fragmenté. C'est de cela dont ils parlent. Un être unifié qui décide de rentrer acheter. J'ai vécu avec un être unifié. J'ai vécu avec un être unifié durant des années et dans des situations également pratico-pratiques comme celle-là. Et quand un être unifié a un but, je peux vous dire qu'il ne se laisse dévier par rien ni personne. Nous parlons là de 3 fragmentations importantes qui correspondent à ce que vit, à ce qu'est l'être humain. En réalité, il s'agit d'une certaine façon de ces 3 intelligences principales. Nous avons une intelligence physique, nous avons une intelligence émotionnelle et nous avons une intelligence intellectuelle. Et d'ailleurs, dans le cadre de ces 3 intelligences, certains sont plus émotionnels, sont plus sensibles, sont plus artistes, sont plus musiciens, mélomanes, poètes. D'autres sont plus intellectuels, rationnels, organisateurs, architectes, planificateurs. Et d'autres sont plus physiques. Ils sont ici comme dans cette plantation de noyers. Ils aiment travailler dans la nature et vivre au contact de la nature. Par exemple, il y a évidemment énormément de personnes qui sont physiques et qui travaillent dans des bureaux aussi. Mais ce n'est peut-être pas l'endroit qui leur convient le mieux. En tout cas, je connais un paysagiste qui est très physique et vous voyez comment il est dans son élément lorsqu'il travaille avec la nature. C'est d'ailleurs un vrai plaisir de travailler avec lui. Et donc, vous comprenez un peu cette notion de 3 centres. Mais si seulement nous n'étions fragmentés qu'en 3 parties, mais comme nous le verrons plus tard, nous sommes beaucoup, beaucoup plus fragmentés que cela. Mais aujourd'hui, et pour aller encore plus dans le thème, j'aime bien les métaphores et il y en a une qui illustre très très bien ce dont nous venons de parler. C'est celle du carrosse, du propriétaire qui voyage, des chevaux et du conducteur.
Je pense que l'être humain fonctionne exactement comme cette métaphore, avec ces centres qui ne sont pas unifiés. Et vous allez comprendre pourquoi. Le propriétaire représente l'essence spirituelle. Il est endormi dans le carrosse et il est conscient de rien. Le cocher, celui qui conduit le carrosse, représente le mental et il est saoul. Il a trop bu, le cocher. Les chevaux qui illustrent les émotions tirent dans tous les sens. En un instant s'emballent, à un autre moment s'arrêtent. Cela représente les émotions. Et concernant le dernier élément, le carrosse, il représente le corps physique. Le corps qui subit l'agitation des émotions, qui subit parfois les délires de la pensée, dont je vous rappelle qu'elle est conduite par quelqu'un qui est considéré comme saoul par les enseignants spirituels. Et donc le corps à un moment tombe malade et là, tout s'arrête. La proposition d'un enseignement spirituel est de commencer par le cocher, ce qui signifie commencer par dessouler le mental. Ce mental qui nous offre une agitation intérieure incessante à travers des pensées qui sont agitées et qui ne sont pas dirigées. Des pensées qui tournent sans cesse et dont pour certains, et pour ma part je l'ai vraiment vécu, à un moment on peut avoir l'impression qu'on a une radio qui tourne, même pas une radio, peut-être plusieurs radios qui tournent dans la tête. Dieu merci, c'était il y a quelques décennies. Mais aussi dans ce mental tournent ce que l'on appelle les considérations intérieures à propos des autres, du monde, ce qu'ils devraient faire pour nous, ce qui est bien, ce qui est mal. Imaginez le mental qui regarde des plateformes comme Twitter, X, YouTube et à qui l'on donne des informations comme « c'est vrai, je suis en train de le faire » et comment ce mental fait du ping-pong constamment entre toute son agitation intérieure et toute cette agitation extérieure qui est aujourd'hui d'une richesse jamais connue. Et une de ses grandes spécialités à ce mental, c'est prendre une pensée. On appelle ça une idée, mais c'est rarement des idées, c'est des pensées aussi soudaines qu'insignifiantes et de complètement focaliser dessus. Et certains pensent qu'en faisant cela, ils réfléchissent. Non, quand une mouche s'écrase et se focalise sur une vitre, elle ne réfléchit pas. Elle s'est écrasée, elle a le front contre la vitre et c'est un peu comme les autos tamponnantes. Une fois qu'on est coincé, on est coincé. Observez comment vous fonctionnez et vous verrez que sur certains sujets auxquels vous êtes peut-être sensible, vous focalisez, vous ne réfléchissez pas, vous ne pensez pas, vous focalisez. Vous êtes bloqué en réalité dans cette pensée et vous n'êtes pas en train de réfléchir. Vous n'êtes pas en train d'étudier le sujet. Vous n'êtes pas en train d'analyser. Vous êtes bloqué. Gurdjieff, qui avait un franc-parler que j'avoue bien aimé, disait de l'être humain qu'il avait constamment des poubelles dans sa tête. Je crains, avec quelques années d'observation, qu'il ait totalement raison. La première fois que j'ai entendu cette expression, évidemment, je ne l'ai pas comprise. Et je trouvais qu'il y allait vraiment fort. Des poubelles dans ma tête toute la journée, c'est pas de moi qu'il parle. Eh bien si, le jour où j'ai appris à observer, que j'ai appris ce qu'il fallait observer, j'ai vu. Et là, Gurdjieff avait une autre expression que j'adore. Il parlait de l'horreur de la situation. Vous savez, c'est comme d'un coup, ce choc de réaliser que tout ce que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui était totalement faux et que là, maintenant, à cet instant, vous venez de voir vraiment, vous venez de voir réellement. C'est pas confortable du tout, mais après on peut passer à autre chose. Je crois qu'il disait l'horreur de la situation où un jour on se voit tel que l'on est et non pas tel qu'on croyait être. L'autre étape consiste à apaiser les chevaux qui représentent les émotions, qui représentent par exemple les émotions négatives qui surgissent subitement lors d'une contrariété, ou dès que quelque chose ne nous convient pas, qui ne se passe pas comme on voudrait.
ou dès que quelqu'un nous remet en cause. Mais aussi, il faut bien reconnaître parfois les émotions positives qui nous entraînent dans des passions dont nous ne savons pas mesurer l'engagement qu'elles représentent et les conséquences à venir. Et donc, un des travaux sur soi très important est d'apprendre à connaître son monde émotionnel et à connaître également des outils, des méthodes qui permettent de le transformer petit à petit. Et bien sûr, cette troisième étape, celle du carrosse, celle qui correspond à notre corps, nous propose de prendre grand soin du corps. Lui qui doit supporter les folies émotionnelles et les folies mentales, toutes ces activités qui souvent nous propulsent dans des directions qui ensuite sont facturées par le corps. Et donc mettre de l'ordre dans ce qu'on appelle les trois centres de l'être humain, l'intellect, les émotions et le corps, constitue la première des priorités. Et bien sûr, cela prend un certain temps. Lorsqu'un travail de préparation et d'harmonisation se met véritablement en place dans un être humain qui suit un chemin spirituel, cette harmonisation des trois centres va permettre que le propriétaire du carrosse se réveille peu à peu et commence à donner des indications ou commence à donner des prémonitions ou commence à donner des idées dont on peut percevoir qu'elles ne viennent pas de notre pauvre mental, mais qu'elles commencent à être des idées que l'on peut qualifier d'inspirées. À la fois, nous sommes surpris de cette pensée qui est apparue dans notre cerveau, mais en même temps, on peut ressentir qu'elle est dotée d'une énergie qui n'a pas touché que le mental, mais qui a également réveillé le cœur. Voilà ce qui peut arriver quand un certain ordre commence à se mettre en place dans cet attelage chaotique au départ. Petit à petit, donc, sous la direction du véritable propriétaire de tout cet attelage, de cette essence qui est incarnée et qui dormait jusque-là, l'être humain devient véritablement cohérent et commence à se fixer des buts qu'il décide par lui-même et qui sont forcément accompagnés d'un bel enthousiasme. Il développe et cultive des relations apaisées avec les autres, avec ceux qu'il aime bien sûr, mais également avec courtoisie et respect avec ceux qui ont peut-être un problème avec lui, ou tout simplement qui ne l'apprécient pas. On n'est pas censé être aimé par tout le monde. Dieu merci. On peut prolonger cette métaphore de l'harmonisation des trois centres au-delà d'un être humain, mais également à toute la famille, à tout village, à toute entreprise, toute organisation ou toute structure hiérarchique qui souhaite vivre dans l'harmonie, qui souhaite travailler sa croissance, son développement pour le bien de ceux qui la composent et au-delà. Que se passe-t-il si la direction d'une entreprise est incompétente et donc pense mal de façon incorrecte et ça amène des actions qui ne sont pas adaptées aux situations rencontrées? Ou que se passe-t-il si les employés sont en conflit émotionnel, soit entre eux, soit avec la direction, soit avec des fournisseurs, soit avec des clients? Et que se passe-t-il si chacun n'est concerné, n'est intéressé que par ses intérêts propres, que par lui, et ne prête que peu d'intérêt pour un ensemble, pour l'ensemble de cette entreprise? D'une certaine façon, l'être humain crée des réalités qui lui correspondent, des réalités dont il est lui-même constitué. Les lois qui régissent l'être humain se retrouvent dans les créations humaines. Et donc cet être humain qui passe son temps à se faire croire qu'il est cohérent avec lui-même, qu'il est cohérent dans sa famille, qu'il est cohérent dans son entreprise, qu'il est cohérent dans ses activités sociales, mais aussi avec ses proches, avec ses collègues, avec ses buts et ses intentions, mais quelle n'est pas la surprise de ceux rares qui commencent réellement à s'observer avec les outils et les moyens d'un chemin spirituel, avec les techniques qu'un maître transmet.
et qui découvrent des fois au bout de quelques mois, souvent au bout de quelques années, l'illusion choquante dans laquelle ils vivaient. Et bien sûr, quand je vous parle de ça, je vous parle de ma vie. Lorsqu'un être humain commence réellement à s'observer, un être humain à qui on a appris quoi observer, comment observer, il ne tarde pas de se rendre compte qu'il vit constamment dans cette fragmentation. Déjà la fragmentation des 3 centres dont nous parlons aujourd'hui, à travers des tiraillements, des attraits, des répulsions, des espoirs futiles, des disputes à propos de tout et surtout de rien, des désillusions infantiles quand les choses ne se passent pas comme on les voulait, comme on les espérait, comme on les imaginait. Bref, un chaos ambulant qui passe sa vie à se faire croire et à faire croire aux autres que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait est cohérent, voire adulte et mieux encore mature. Comme vous le savez certainement, la maturité vient soi-disant avec l'âge. Peut-être qu'à une certaine époque, c'était valable. Aujourd'hui, à chacun de se faire ses propres mesures. Évidemment que vous qui m'écoutez, vous avez énormément de compétences, de talents, d'acquis, d'expérience, de professionnalisme dans les métiers que vous avez appris. Évidemment que ces aspects existent aussi. Mais ce que je pointe là et ce que pointe l'enseignement spirituel, c'est « suis-je si cohérent que cela entre mes pensées, mes émotions et mes actions ? Suis-je cohérent dans mes relations professionnelles ? Suis-je cohérent dans mes relations familiales ? Mais suis-je cohérent surtout avec moi ? C'est-à-dire, est-ce que entre l'intention que j'ai posée de me comporter correctement avec le beau-frère ou la belle-sœur à l'occasion de ces vacances, est-ce que cette belle intention, que si déjà je me suis posé une intention, c'est déjà très intéressant. Mais c'est justement pour ça qu'il faut se poser des intentions d'ailleurs, c'est pour pouvoir après faire un compte rendu avec soi-même entre l'intention qu'on a posée et le résultat qu'on a obtenu. Alors pour ceux qui vont tout mettre sur la faute des autres, laissez tomber, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est je connais mon beau-frère et ma belle-sœur, je connais qui je suis, je connais les endroits où on ne s'entend pas trop bien, eh bien, quelle intention je vais poser, quelle attitude je vais adopter, que ce soit physique, émotionnelle ou intellectuelle, et à partir de cet exercice pratique, concret, réel, je tire des conséquences après. Et cette simple expérience-là que je viens de vous inventer va vous montrer à quel point vous maîtrisez le corps, les émotions et les pensées. Entre ce que vous vouliez, qui était a priori bien intentionné, et ce qui s'est passé. Bon, là, c'est l'été, l'ambiance est plutôt bonne. Ce qui est extraordinaire dans ce domaine, ce sont les repas de Noël, dont tout le monde espérerait que ça se passe bien, et ça se passe comme ça se passe tous les ans, de la même façon. Est-ce que vous pensez que c'est le résultat d'êtres humains cohérents, qui se maîtrisent, se comprennent, s'accueillent et sont dans de saines relations, au moins de saines intentions? Si c'est le cas dans votre famille, je vous félicite. Car évidemment, petit à petit, avec les outils et les moyens qui sont donnés sur le chemin, par ceux qui savent, ceux qui sont plus éveillés que nous, on réalise progressivement tout ce qui n'est pas soi. On réalise toutes ces attitudes, tous ces comportements que l'on a, que l'on acte, et qui ne sont pas ce que nous voulions faire. Pour ceux et celles, et ils sont des milliards, qui n'accomplissent pas un tel travail, on peut considérer que tout ça n'est qu'une mascarade. Ce ne sont que des masques. Nous ne sommes que des masques. Nous sommes des masques programmés par notre système familial, programmés par la société et à l'époque dans laquelle nous nous sommes incarnés, programmés par la famille, programmés par l'école, programmés par l'entreprise. Nous ne sommes que des jeux de masques qui ne se terminent jamais, mais qui ont tous comme point commun la souffrance.
Alors me direz-vous, que faire? La notion qui est probablement la plus importante dans un enseignement spirituel, c'est la notion de connaissance de soi. Et pour se connaître soi, il nous est proposé de s'observer soi. Elle consiste par exemple à apprendre à observer nos pensées, nos attitudes physiques, nos émotions et bien sûr nos actions, mais également nos relations, nos responsabilités, bref, à observer sa vie. Évidemment qu'il est difficile de faire ça de 6 heures le matin à 23 heures le soir, mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à se fixer des exercices précis, comme j'en parlais encore il y a quelques instants, qui permettent dans une fenêtre particulière de mieux observer. Personne ne peut s'observer pendant des heures. Cela demande trop d'attention, trop d'énergie, et il y a encore trop de chaos dans les 3 centres de l'être humain pour qu'il puisse disposer de suffisamment d'énergie pour cela. Ça peut commencer à se mettre en place après des années de travail. Alors, à quoi sert ce processus d'observation de soi? Il permet d'observer les manifestations de sa personnalité, de sa fausse personnalité négative, et petit à petit de les distinguer des valeurs de l'essence, de ce dont quoi l'essence est faite. On en a parlé plus haut, amour, compassion, joie, sérénité, dans la clarté. Ça, c'est la nature de l'essence. Elle est faite de cela. Est-ce que ma personnalité s'harmonise petit à petit dans ces 5 directions? 5 directions qui peuvent encore être détaillées, bien sûr. Et c'est là que Selim Aïssel nous parle, dans la psychoanthropologie, de l'observation de soi. Tout comme Gurdjieff a parlé de l'observation de soi, car pour se connaître, encore faut-il s'observer, se découvrir. En créant un moi observateur, quand on dit un moi observateur, c'est comme les mini-moi, c'est les petits moi. On crée comme une entité, comme un personnage qui va observer les autres. En réalité, il suffit de créer régulièrement l'intention de s'observer dans certaines situations. Tout à l'heure, je parlais des événements familiaux, mais vous rentrez dans votre voiture, vous allez au travail, vous savez que votre travail est à 10 ou 15 minutes. Vous pouvez soit allumer la radio, regarder par la fenêtre, conduire automatiquement comme vous savez très bien le faire, ou alors vous pouvez dire « je vais conduire, je vais vivre, je vais regarder, je vais peut-être écouter une très belle musique », mais je vais être attentif à moi. Et quand vous allez commencer à être attentif à moi, quelle est la première chose que vous allez voir? Vous avez des pensées qui tournent dans votre tête alors que vous ne l'avez pas décidé. Vous n'êtes pas maître de vos pensées. C'est une observation. Mais peut-être que soudainement, au milieu de ces pensées, va remonter une émotion négative par rapport à une personne qui vous a parlé un peu plus tôt d'une façon qui ne vous convenait pas. Et ça va remonter et ça va se mettre à tourner en boucle. Et cela va vous montrer que vous ne maîtrisez pas vos pensées et vos émotions. Dans cette histoire, la seule chose qui nous reste à espérer, c'est que votre corps, et vu qu'il est le plus ancien dans votre nature, va pouvoir maîtriser la voiture jusqu'à son but. En général, le corps, très entraîné, quelles que soient les pensées, quelles que soient les émotions, arrive à peu près à faire le travail qu'on lui demande. Mais il ne faut pas abuser. Et donc, l'observation de soi, c'est un peu comme installer une caméra derrière soi qui nous observe en train d'agir. Si j'arrive à terminer avant la nuit, je vais rejoindre des amis à table. Je peux y aller mécaniquement comme un homme ou une femme ordinaire parce que je vais manger, parce que c'est de l'amitié, parce que c'est de la famille. Ou j'y vais exactement avec ces belles et bonnes intentions ordinaires, normales, mais tout à fait bienvenues. Mais je décide d'être attentif à une partie de moi. Et cet axe, cette attention, cette concentration que je vais mettre en moi
va me montrer, quand quelqu'un me tend un plat, quand soudain quelqu'un aborde un sujet, va me montrer comment ça réagit tellement vite à l'intérieur de moi. Et est-ce que ce qui réagit et qui se manifeste dans mes pensées, est-ce que je le dis ou est-ce que je l'arrête? Parce qu'il y a en moi une entité qui commence à devenir le gardien, qui commence à devenir l'intendant de ce personnage. Et pas simplement action-réaction, 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 dans lequel personne ne maîtrise rien. La première étape consiste à pratiquer des exercices qui permettent de démarrer un travail de maîtrise de soi. N'interprétez pas mal le mot maîtrise, c'est pas maîtrise dans le sens je vais gérer cette situation. Non, c'est la maîtrise avec un grand M. Je commence à avoir en moi quelqu'un qui décide de sa vie, de ses actions, de ses réactions et qui est aux commandes. Grâce à ce travail, petit à petit, avec le temps, de nouveaux réflexes se créent et une certaine distance commence à s'installer entre la vie extérieure, pas une séparation, pas un éloignement, pas une distance hautaine. Non, non. Je vis vraiment ma vie, je vis vraiment dans la vie, je vis vraiment parmi les autres, mais il y a une intimité en moi que j'ai commencé à développer et qui a du recul sur tout ce qui m'arrive et sur tout ce que moi je génère dans ma vie. Sans ce travail sur soi, l'être humain est considéré par les maîtres spirituels comme endormi, conditionné, programmé et totalement incapable de la vraie liberté. Et à propos de cette vraie liberté, je suis bien conscient que les choses dont je parle ici peuvent être très surprenantes ou pas facilement compréhensibles pour des personnes qui atterrissent sur cette vidéo ou sur cette chaîne YouTube de Selim Aïssel, parce qu'il s'agit de la science de l'esprit, comme appelait son enseignement Rudolf Steiner, c'est-à-dire c'est la science des grands maîtres spirituels qui transmettent à l'homme le moyen de révéler qui ils sont réellement, d'atteindre petit à petit la véritable liberté. Mais c'est très difficile à faire comprendre à des Français, des Occidentaux ou des êtres humains qui se croient libres, tout comme ce serait très difficile à faire croire à quelqu'un qui est dans une prison et qui dirait « bah oui, si je suis dans cet état, c'est du fait que je suis dans une prison ». Non, non. Nelson Mandela, la prison, excusez-moi ce que je vais dire, mais il y a fait énormément de bien. Le Nelson Mandela qui est sorti de prison et qui a fait ce qu'il a fait après n'est pas le même que celui qui est rentré le premier jour dans la prison. Donc même une prison, pour des êtres qui ont de grandes âmes, peuvent révéler leur intériorité. Donc, ne cherchons pas d'excuses aux situations extérieures, d'autant plus qu'elles correspondent au karma de chacun. Si les choses étaient livrées au hasard, ça se saurait. En résumé, l'éveil de l'essence est un processus qui prend du temps, il est progressif, il demande des efforts conscients et basés sur un travail intérieur. On les appelle l'observation de soi, le rappel de soi, au lieu d'être endormi dans sa famille à table, au lieu d'être endormi devant sa télévision, devant Netflix. Je ne sais pas si on a le droit de faire des pubs d'ailleurs. Je peux regarder une série, je peux regarder un film, je peux regarder une émission, en étant un rappel de moi. Et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus agréable intérieurement. C'est d'ailleurs des sensations qui n'ont rien à voir. Quand on est identifié à une émission de télé, ou quand on est en rappel de soi tout en regardant la même émission de télé, c'est pas la même situation. Et donc à quoi mène tout ce travail? À l'éveil de la nature profonde. Mais ce qu'il est intéressant de préciser également, c'est que cette essence qui vient de naître dans ce bébé dont nous avons parlé un peu plus tôt, cette essence, elle est pleine de la conscience et la maturité avec lesquelles elle est arrivée, mais elle est également pleine de trous qui n'ont pas été remplis par l'environnement
qu'il y a eu autour, puisque tout simplement, si les parents ne sont pas eux-mêmes éveillés et ne nourrissent pas l'enfant à partir de leur essence spirituelle, l'enfant, de ce point de vue-là, a des manques. Et par quoi bouche-t-il ces manques? Par des choses du monde ordinaire, par un petit jouet qu'il mâche toute la journée ou qui trimballe contre lui. Ça correspond en réalité à un manque. Il a attrapé ça. Et d'ailleurs, dans une vidéo YouTube que je vais vous diffuser de Selim Aysel, c'est un entretien dont nous avons fait un DVD ou une vidéo streaming. C'est une vidéo qui dure 1 heure. Je vous en ai fait, je crois, une 20aine de minutes pour vraiment comprendre comment cette essence qui s'incarne en très peu de temps commence à se faire recouvrir. Et Selim Aysel vous expliquera ça avec toute la maîtrise qui est la sienne dans cette vidéo à suivre. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez acquérir l'intégralité puisqu'elle est disponible sur notre boutique en ligne. Et donc pour terminer cette vidéo de façon très concrète et pratique pour vous, je vous propose un petit exercice. Selim Aysel nous a créé des dizaines et des centaines d'exercices, car ces exercices servent à une chose. Je me crois être tel que je m'imagine, et je rencontre des situations. Et ces situations, en réalité, me révèlent, comme j'en ai parlé il y a quelques instants, me révèlent qui je suis et là où j'en suis. Eh bien, si vous voulez acquérir plus de conscience de vous, plus de maîtrise de vous, il faut se fixer certains exercices, de préférence des exercices donnés dans le cadre d'un enseignement spirituel et pas que vous vous êtes forcément inventé vous-même, puisque les maîtres sont des gens qui maîtrisent et qui disent de quelle façon observer, quoi observer, comment, quand et dans quelles conditions. Et donc, ces exercices ont pour but de vous confronter à ce que vous croyez de vous. Car comme nous l'avons vu, chacun croit être aux commandes de ces 3 centres, alors qu'en réalité, il est au minimum déjà fragmenté en 3. En tout cas, pour l'instant, on imagine qu'on est fragmenté qu'en 3. Et donc, concernant l'exercice, je vous propose de commencer à observer vos comportements, vos pensées, vos sentiments, vos émotions, vos sensations physiques dans votre vie de tous les jours. Ne faites pas cela toute la journée, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Et ça n'apportera pas un résultat éclairant pour vous. Mais fixez-vous des plages précises. Lors d'un repas, ou alors juste le temps de l'entrée, ou au moment du dessert, ou à l'occasion d'une marche, ou d'une réunion familiale ou professionnelle. Mais le plus important qui nous est proposé de faire dans ce travail d'observation bien concret, bien réel dans la vie de tous les jours, c'est observer sans se juger, sans analyser, sans critiquer, bref, d'essayer d'avoir un regard objectif comme la caméra que j'ai devant moi. Elle me filme et elle n'a pas d'émotion. Elle a juste une batterie qui à un moment donné va lâcher, mais nous sommes presque à la fin. Voyez-vous, au début, l'observation de soi n'est pas très réjouissante, puisqu'on commence à se confronter à l'image que l'on a de soi et on se confronte à la réalité qui nous est renvoyée par les exercices proposés. Il s'avère que c'est le but. N'entreprennent ce travail que ceux qui le souhaitent, évidemment. Essayez d'avoir le regard d'une caméra ou d'un appareil photo. Observez-vous, observez les autres autour de vous en étant le plus objectif possible. Je sais que pour ceux qui n'ont pas l'expérience de ces notions, cela paraît relativement délirant de proposer de s'observer soi-même. Vu que chacun se vit lui-même avec sa propre vie tous les jours, croit se connaître, et il pourrait même être convaincu que qu'est-ce que je vais apprendre de neuf sur moi que je ne sache déjà. Si vous saviez, moi-même, alors que j'étais déjà depuis plus d'1 an dans l'école de Selim Aysel, je croyais me connaître tout en étant en recherche, tout en ayant déjà lu un certain nombre de livres,
et passé plus d'une année au contact intermittent avec Selim Aïssel et avec les élèves de l'école. Et un jour, soudainement, horreur de la situation. C'est un terme qu'utilisait Gurdjieff. Horreur de la situation. L'horreur soudaine. J'ai commencé à découvrir ma superficialité dans de nombreux domaines, à avoir beaucoup d'arrogance dans d'autres domaines. J'ai commencé à voir que dans de nombreux endroits de ma journée, je me comportais comme un agité. Quand vous voyez quelqu'un d'agité, allez lui dire « vous êtes quelqu'un d'agité ». Il ne va pas apprécier du tout, parce qu'il ne se voit pas, il ne se connaît pas comme il est. Je vous parle de moi là. En fait, par moments, je ne tenais pas en place. Et si quelqu'un était venu me dire « tu ne serais pas un peu agité, toi ?» j'aurais dit « mais de quoi tu me parles? De qui tu parles ?» J'ai commencé à voir, alors que mon entourage l'avait vu depuis bien longtemps, que j'échafaudais plein de projets, forcément tous géniaux, mais que je ne démarrais pas la réalisation d'un seul. Je vous dis qu'on peut être fou et ne pas être au courant. Je sais de quoi je parle. Bref, si Socrate et tous les maîtres spirituels avec lui affirment que l'être humain ne se connaît pas lui-même, puisque l'on prête cette expression à Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est vrai que cette phrase, quand on l'a dit sans les connaissances ésotériques ou sans avoir fait quelques expériences intérieures, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est ce qu'on appelle des paroles d'initiés. Et donc, si de si grands personnages peuvent dire de si grandes et si belles choses que nous ne comprenons pas avant bien longtemps sur le chemin, on pourrait dire que pour les plus sincères parmi nous, on pourrait s'offrir quelques minutes d'humilité dans la journée et commencer à se regarder vivre, à se regarder bouger. Comme je vous disais, moi-même, j'étais un agité pathologique et c'est les autres qui étaient au courant et pas moi. Regardez-vous manger, regardez-vous parler, regardez-vous penser quand vous rentrez dans votre voiture, regardez-vous agir. Pour l'avoir fait, je peux en parler. Des fois, on est un petit peu pressé. Des fois, on n'est pas pressé, mais on se comporte comme si on était pressé. On rentre un peu vite dans sa voiture, on s'assied un peu vite, on ferme la porte un peu vite, on met la ceinture un peu vite, on enclenche la radio un peu vite, on conduit un peu vite. Vous croyez qu'il y a quelqu'un d'évolué spirituellement qui existe dans ce personnage qui se comporte comme ça? Non. Ce que je viens de décrire, et en réalité, je parle de qui j'ai été pendant des années et des années, c'est un agité. Cette personne est agitée. D'ailleurs, pourquoi est-on agité? Ça, on le verra plus tard. Et donc, pour ce travail et ces exercices d'observation de soi que je vous propose, pour petit à petit connaître la personnalité et commencer à donner un peu d'espace à l'essence, prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Si le travail que nous faisons sur cette chaîne vous intéresse, prenez le temps de vous observer sous un jour nouveau. Pas tout ce que vous connaissez de vous, ce que vous allez découvrir demain. Un très ancien sage d'Asie, dont malheureusement j'ai totalement oublié le nom et je n'ai pas réussi à le retrouver, a dit un jour: ce que l'on fait sans prendre le temps l'ignore. Alors je vous souhaite de vous donner du temps d'apprendre, du temps pour comprendre, du temps pour vous observer, du temps pour vous exercer, du temps pour progresser. Merci de votre écoute, merci de votre attention et merci à mon maître Selim Aïssel qui a totalement transfiguré ma vie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai fabriqué un bel extrait dans lequel le maître s'exprime. C'est un extrait d'une vingtaine de minutes qui sera également
disponible sous peu. Ne le ratez pas, il y a un lien avec la thématique que nous venons d'aborder aujourd'hui, essence et personnalité. Mais lui va vous en parler magistralement. Merci.